Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec France en 60 secondes. Les Jeux olympiques d'hiver 2026 marquent un tournant important dans l'histoire de l'olympisme, à la fois par leur organisation, leur philosophie et le contexte international dans lequel ils s'inscrivent. Prévue en Italie, cette édition se déroulera principalement entre Milan et Cortina d'Ampezzo, avec des sites répartis dans plusieurs régions du nord du pays. Ce choix reflète une volonté claire de rompre avec le modèle traditionnel des Jeux concentrés dans une seule ville, au profit d'une organisation plus étendue, plus pragmatique et présentée comme plus durable. L'un des éléments centraux de ces Jeux est précisément cette idée de durabilité. Les organisateurs ont mis en avant l'utilisation massive d'infrastructures déjà existantes ou temporaires afin d'éviter la construction de sites coûteux et inutiles après l'événement. Cette approche répond directement aux critiques formulées depuis des années contre les Jeux olympiques, accusés d'entraîner des dépenses excessives, des dettes publiques et des équipements abandonnés. En 2026, l'Italie veut montrer qu'il est possible d'organiser un événement mondial sans bouleverser durablement les territoires concernés. Le contexte climatique donne aux Jeux d'hiver 2026 une dimension particulière. Le réchauffement climatique rend de plus en plus difficile l'organisation de compétitions hivernales dans des conditions naturelles stables. La question de l'enneigement, de l'usage de la neige artificielle et de l'impact environnemental est au cœur des débats. Ces Jeux sont souvent présentés comme un test grandeur nature pour l'avenir des sports d'hiver. Ils posent une question fondamentale: les Jeux olympiques d'hiver sont-ils compatibles, à long terme, avec un monde qui se réchauffe? Sur le plan sportif, les Jeux de 2026 rassembleront les disciplines traditionnelles de l'olympisme d'hiver, du ski alpin au biathlon, en passant par le patinage, le hockey sur glace et les sports de glisse. Mais au-delà de la compétition, ces Jeux sont aussi un moment de visibilité mondiale pour les athlètes, dans un contexte où le sport est de plus en plus lié aux enjeux politiques, économiques et médiatiques. La performance sportive est indissociable de la narration globale autour de l'événement. Les Jeux olympiques d'hiver 2026 s'inscrivent également dans un contexte géopolitique tendu. Les conflits internationaux, notamment en Europe, les tensions entre grandes puissances et les débats autour de la participation de certains pays influencent l'atmosphère générale. L'olympisme se présente traditionnellement comme un espace de neutralité et de paix, mais cette neutralité est de plus en plus difficile à maintenir. Les décisions liées aux délégations, aux symboles et aux prises de position diplomatiques font partie intégrante du paysage olympique contemporain. D'un point de vue économique, les Jeux représentent un enjeu majeur pour l'Italie. Ils sont perçus comme une opportunité de dynamiser certaines régions, de renforcer l'attractivité touristique et de moderniser les infrastructures de transport. Milan, en tant que grande métropole économique, apporte une dimension urbaine et internationale, tandis que Cortina d'Ampezzo incarne l'image traditionnelle des sports d'hiver alpins. Cette dualité est au cœur du projet olympique de 2026, mêlant modernité et héritage. Enfin, les Jeux olympiques d'hiver 2026 posent la question de l'avenir même de l'olympisme. Ils sont observés de près par le Comité international olympique, les villes candidates et l'opinion publique mondiale. Leur succès ou leur échec influencera directement la manière dont les prochaines éditions seront conçues. Plus sobres, plus dispersées, plus attentives aux enjeux climatiques et sociaux, ces Jeux pourraient servir de modèle pour un nouvel âge de l'olympisme. En définitive, les Jeux olympiques d'hiver 2026 ne sont pas seulement un événement sportif. Ils sont le reflet d'un monde en transition, confronté à des limites environnementales, à des tensions politiques et à des attentes sociales nouvelles. Leur organisation, leur déroulement et leur héritage diront beaucoup sur la capacité du sport mondial à s'adapter aux réalités du XXe siècle. Le contexte géopolitique et politique des Jeux olympiques d'hiver de 2026 est marqué par un environnement international instable, qui influence profondément l'atmosphère générale de l'événement, bien au-delà du cadre sportif. Ces Jeux se déroulent dans un monde où les tensions entre grandes puissances, les guerres prolongées et les régimes de sanctions sont devenus des éléments durables des relations internationales. Cette réalité pèse directement sur l'olympisme, qui se veut traditionnellement neutre, mais qui peine de plus en plus à se maintenir en dehors des rapports de force politiques. Les conflits armés en cours, en particulier en Europe, ont modifié la perception même des Jeux. L'idée d'un rassemblement mondial célébrant la paix et la coopération contraste fortement, avec un contexte où certaines nations sont engagées dans des guerres ouvertes, tandis que d'autres soutiennent militairement ou économiquement l'un des camps. Cette situation crée une tension permanente entre le discours officiel de neutralité olympique et la réalité politique vécue par les États participants. La simple présence ou absence de certaines délégations devient alors un message politique implicite, même lorsque cela n'est pas affiché comme tel. Les sanctions internationales jouent également un rôle central dans ce contexte. Elles influencent la participation des athlètes, les symboles autorisés, les drapeaux, les hymnes et parfois même les conditions de qualification. En 2026, la question n'est plus seulement de savoir si un pays participe, mais sous quelle forme il est autorisé à le faire. La participation sous bannière neutre, les restrictions protocolaires et les débats autour de la légitimité de certaines délégations montrent que l'olympisme est directement affecté par les décisions politiques prises en dehors du monde du sport.
Ces choix sont souvent présentés comme techniques ou juridiques, mais ils sont perçus par les opinions publiques comme profondément politiques. L'atmosphère olympique elle-même s'en trouve transformée. Les Jeux ne sont plus uniquement un moment de célébration sportive, mais aussi un espace de lecture géopolitique. Les médias, les gouvernements et les spectateurs interprètent les performances, les cérémonies et même les gestes des athlètes à travers un prisme politique. Un silence, une absence, un symbole discret peuvent être surinterprétés comme des prises de position. Cette politisation implicite crée une pression supplémentaire sur les organisateurs et sur les athlètes, qui se retrouvent parfois, malgré eux, au cœur de débats diplomatiques. Pour les pays européens, et en particulier pour l'Italie en tant que pays hôte, ce contexte impose une posture délicate. Il s'agit d'accueillir un événement mondial tout en évitant que les Jeux ne deviennent une scène de confrontation politique directe. L'équilibre à trouver est fragile: garantir la sécurité, respecter les décisions internationales, préserver l'universalité de l'événement et maintenir une image de neutralité. Cette complexité reflète une réalité plus large. Les Jeux olympiques ne peuvent plus être isolés du monde tel qu'il est, marqué par la fragmentation, la méfiance et la compétition stratégique. Enfin, ce contexte géopolitique influence la manière dont l'avenir de l'olympisme est perçu. Les Jeux d'hiver de 2026 sont observés comme un test. Ils montrent jusqu'où le modèle olympique peut résister à la pression politique, et s'il est encore capable de rassembler dans un monde divisé. L'impact des tensions internationales ne se mesure donc pas uniquement en termes de participation ou de sanctions, mais dans la capacité même des Jeux à incarner un espace commun, un moment où le consensus mondial est de plus en plus difficile à atteindre. La question des coûts et de la justification économique des Jeux olympiques d'hiver 2026 est l'un des points les plus sensibles, parce qu'elle touche à la promesse centrale faite au public, celle d'un événement capable de dynamiser l'économie, de renforcer l'attractivité touristique et de laisser un héritage utile, sans produire une facture durablement pesante pour les finances publiques. En 2026, cette question est encore plus critique qu'avant, car l'opinion est désormais méfiante vis-à-vis des grands événements et demande des preuves, pas des slogans. Pour l'Italie, l'argument économique repose sur 3 piliers: l'effet d'image, l'investissement dans les infrastructures et la hausse du tourisme. Milan apporte une dimension métropolitaine et internationale avec une capacité d'accueil, de transport et de visibilité médiatique très forte. Cortina et les sites alpins, eux, incarnent le tourisme de montagne, les sports d'hiver et une marque déjà connue. Sur le papier, l'équation est séduisante: attirer des visiteurs pendant l'événement, prolonger l'attractivité après 2026 et moderniser certaines infrastructures qui serviront ensuite aux habitants comme aux entreprises. Cependant, l'expérience historique des Jeux oblige à une lecture prudente. Les grands événements génèrent souvent un pic d'activité à court terme, mais leurs bénéfices durables sont moins garantis. Une partie importante de la dépense liée aux Jeux ne crée pas forcément de richesse nouvelle, elle peut aussi déplacer des dépenses qui auraient eu lieu ailleurs ou plus tard. Le tourisme, par exemple, peut être paradoxal. Dans certaines villes hôtes, la période olympique attire des visiteurs spécifiques, mais décourage le tourisme classique, en raison de la hausse des prix, de la surfréquentation ou des contraintes de sécurité. L'impact réel dépend donc de la capacité à transformer l'attention médiatique en attractivité stable, ce qui exige une stratégie touristique et territoriale bien au-delà des 2 semaines de compétition. Les organisateurs de 2026 mettent en avant un modèle présenté comme plus maîtrisé, l'utilisation d'infrastructures existantes et une organisation répartie entre plusieurs sites. L'idée est claire: éviter les constructions massives et les équipements qui deviennent inutiles après l'événement. Cette approche vise à répondre à la critique classique des éléphants blancs, ces installations coûteuses abandonnées ensuite faute d'usage. Si cette promesse est tenue, elle peut effectivement réduire le risque financier, car la construction et la maintenance d'infrastructures sportives neuves sont souvent le poste le plus lourd et celui qui crée les dettes les plus durables. Mais ce modèle a aussi ses coûts. Une organisation multisite implique une logistique complexe, des besoins en transport renforcés, une coordination sécuritaire plus lourde et des dépenses opérationnelles importantes. Le risque, ici, n'est pas seulement la construction, mais l'accumulation de coûts liés à la gestion, au déplacement, à la sécurité, à la communication et à la mise aux normes. En clair, même si l'on construit moins, l'événement peut rester coûteux si l'exploitation est mal calibrée ou si les imprévus s'accumulent. Un autre point crucial concerne la manière dont les coûts sont financés et répartis. Les Jeux sont souvent présentés comme un investissement collectif, mais la réalité peut être plus asymétrique. Les bénéfices touristiques et commerciaux peuvent se concentrer sur certaines zones, certains secteurs et certains acteurs, tandis que les coûts, eux, peuvent peser sur des budgets publics plus larges. C'est là que naît une tension politique si les citoyens ont le sentiment de payer pour un événement dont ils ne profitent pas directement. La légitimité économique des Jeux s'affaiblit. La justification économique dépend donc autant de la transparence budgétaire que des chiffres de croissance. En 2026, l'enjeu est également celui du contexte macroéconomique.
Les économies européennes font face à des pressions multiples, inflation résiduelle, transition énergétique, incertitudes géopolitiques, contraintes budgétaires. Dans ce cadre, toute dérive de coûts devient immédiatement explosive politiquement. Les jeux ne sont pas jugés dans un vide économique, mais au sein d'un environnement où chaque euro public est comparé à d'autres priorités santé, éducation, énergie, sécurité, logement. Cela signifie qu'un projet olympique ne peut plus simplement promettre des retombées. Il doit démontrer qu'il ne crée pas de fragilité supplémentaire. Enfin, la question la plus déterminante est celle de l'héritage réel. Si les Jeux laissent des infrastructures de transport utiles, une meilleure connectivité régionale, une image internationale renforcée et une capacité touristique durablement améliorée, alors l'investissement peut être défendable. Mais si l'héritage se réduit à une dépense ponctuelle, à des installations sous-utilisées et à une dette difficile à absorber, alors l'événement peut devenir un fardeau. Le cœur de la justification économique tient donc dans la capacité à transformer les Jeux en levier de politique publique et de développement territorial, plutôt qu'en simple spectacle mondial. En résumé, les Jeux olympiques d'hiver 2026 peuvent stimuler l'économie et le tourisme, mais cela n'est ni automatique ni garanti. Tout dépend de la maîtrise des coûts opérationnels, de la limitation des constructions inutiles, de la transparence budgétaire et surtout de la stratégie d'héritage. Les Jeux peuvent être un accélérateur ou un risque financier. La différence entre les deux se joue moins dans la promesse initiale que dans l'exécution, la discipline budgétaire et la capacité à produire des bénéfices durables après la fin des compétitions. En 2026, l'enjeu est également celui du contexte macroéconomique. Les économies européennes font face à des pressions multiples, inflation résiduelle, transition énergétique, incertitudes géopolitiques, contraintes budgétaires. Dans ce cadre, toute dérive de coûts devient immédiatement explosive politiquement. Les Jeux ne sont pas jugés dans un vide économique, mais au sein d'un environnement où chaque euro public est comparé à d'autres priorités santé, éducation, énergie, sécurité, logement. Cela signifie qu'un projet olympique ne peut plus simplement promettre des retombées. Il doit démontrer qu'il ne crée pas de fragilité supplémentaire. Enfin, la question la plus déterminante est celle de l'héritage réel. Si les Jeux laissent des infrastructures de transport utiles, une meilleure connectivité régionale, une image internationale renforcée et une capacité touristique durablement améliorée, alors l'investissement peut être défendable. Mais si l'héritage se réduit à une dépense ponctuelle, à des installations sous-utilisées et à une dette difficile à absorber, alors l'événement peut devenir un fardeau. Le cœur de la justification économique tient donc dans la capacité à transformer les Jeux en levier de politique publique et de développement territorial, plutôt qu'en simple spectacle mondial. En résumé, les Jeux olympiques d'hiver 2026 peuvent stimuler l'économie et le tourisme, mais cela n'est ni automatique ni garanti. Tout dépend de la maîtrise des coûts opérationnels, de la limitation des constructions inutiles, de la transparence budgétaire et surtout de la stratégie d'héritage. Les Jeux peuvent être un accélérateur ou un risque financier. La différence entre les deux se joue moins dans la promesse initiale que dans l'exécution, la discipline budgétaire et la capacité à produire des bénéfices durables après la fin des compétitions. Le choix d'un site décentralisé pour les Jeux olympiques d'hiver 2026, organisé entre Milan, Cortina d'Ampezzo et plusieurs autres sites alpins, marque une rupture nette avec le modèle olympique traditionnel fondé sur une ville hôte unique. Cette évolution n'est pas seulement géographique, elle est aussi économique, logistique et symbolique. Elle répond à des critiques accumulées depuis des décennies sur le coût, l'héritage et la pertinence des Jeux dans leur forme classique. Dans le modèle traditionnel, les Jeux sont concentrés dans une seule ville ou une zone très compacte. Cela implique la construction d'un grand nombre d'infrastructures nouvelles, sites sportifs, villages olympiques, équipements de transport, installations temporaires pour les médias et les spectateurs. Ce modèle a souvent entraîné des dépassements budgétaires massifs et laissé derrière lui des infrastructures sous-utilisées, voire abandonnées. Le modèle Milan-Cortina s'en distingue par une logique inverse, utiliser des sites déjà existants, répartis sur un territoire large et adapter l'événement au territoire, plutôt que de transformer brutalement une seule ville. Sur le plan des coûts, cette décentralisation est présentée comme un avantage majeur. En limitant les constructions neuves, les organisateurs cherchent à réduire les investissements lourds et les risques financiers à long terme. Les équipements sportifs de Cortina et des autres zones alpines existaient déjà en grande partie, tandis que Milan apporte ses infrastructures urbaines, hôtelières et de transport. Cette approche permet de mutualiser les ressources et d'éviter certaines dépenses spectaculaires associées aux Jeux classiques. Toutefois, cette économie n'est pas automatique. Si les coûts de construction diminuent, les coûts d'exploitation, de coordination et de sécurité peuvent augmenter en raison de la dispersion géographique.
La logistique est en effet l'un des principaux défis de ce modèle. Organiser des compétitions sur des sites éloignés les uns des autres nécessite une coordination extrêmement fine des transports, des équipes, du matériel et des médias. Les déplacements des athlètes, des officiels et des journalistes deviennent plus complexes, tout comme la gestion des flux de spectateurs. Cela implique des investissements importants dans les transports régionaux, la planification des horaires et la sécurisation des axes de circulation. La réussite du modèle repose donc moins sur la monumentalité des infrastructures que sur l'efficacité organisationnelle. Pour les spectateurs, l'expérience change profondément. Dans un modèle centralisé, l'ambiance olympique est concentrée. Cérémonie, fanzone, compétition et vie urbaine se mêlent dans un même espace. Dans un modèle décentralisé, cette atmosphère est plus diffuse. Les spectateurs doivent souvent choisir entre plusieurs sites, parfois éloignés, ce qui peut réduire la sensation d'un événement unique et continu. En revanche, ce modèle offre aussi une expérience plus diversifiée, ancrée dans des territoires authentiques, notamment pour les sports de montagne, qui retrouvent leur environnement naturel plutôt qu'un cadre artificiel. Ce choix a également un impact politique et symbolique. Il traduit une volonté de rendre les Jeux plus acceptables socialement, en évitant les transformations urbaines radicales et les dettes durables. Il envoie le message que les Jeux doivent s'adapter au territoire et non l'inverse. Cependant, il pose aussi la question de l'identité olympique. Un événement mondial peut-il conserver sa force symbolique lorsqu'il est fragmenté géographiquement? En définitive, le modèle Milan-Cortina diffère des Jeux olympiques traditionnels par sa logique de sobriété, de réutilisation et de dispersion territoriale. Son impact sur les coûts dépendra de la maîtrise logistique et de la discipline budgétaire. Son impact sur l'expérience des spectateurs dépendra de la capacité des organisateurs à créer un sentiment d'unité malgré la distance. Ce modèle est donc à la fois une réponse aux critiques du passé et une expérimentation pour l'avenir de l'olympisme. S'il réussit, il pourrait devenir une référence. S'il échoue, il renforcera les doutes sur la capacité des Jeux à se réinventer. La question de la durabilité et de l'environnement est au cœur des Jeux olympiques d'hiver 2026, car elle répond directement à l'une des critiques les plus anciennes et les plus persistantes adressées à l'olympisme, le gaspillage de ressources publiques et la construction d'infrastructures surdimensionnées, souvent abandonnées après l'événement. Les organisateurs de 2026 ont fait de ce sujet un axe central de leur discours, conscients que la légitimité même des Jeux dépend désormais de leur capacité à limiter leur empreinte écologique. L'utilisation d'infrastructures existantes constitue le pilier principal de cette stratégie. Contrairement à de nombreuses éditions passées, où des équipements sportifs étaient construits presque exclusivement pour les Jeux. Le projet Milan-Cortina repose largement sur des sites déjà opérationnels ou historiquement liés au sport d'hiver. Cette approche vise à réduire à la fois les coûts financiers et l'impact environnemental en limitant l'artificialisation des sols, la consommation de matériaux et les émissions liées aux grands chantiers. Elle répond aussi à une attente forte des opinions publiques, de plus en plus critiques face aux projets jugés démesurés. La réduction des nouvelles constructions est également présentée comme une réponse directe au problème des éléphants blancs, ces installations olympiques devenues inutiles ou trop coûteuses à entretenir après la fin des Jeux. En 2026, l'objectif affiché est que chaque équipement utilisé ait une fonction claire avant et après l'événement. Cette logique d'héritage fonctionnel est essentielle pour justifier l'investissement public et éviter que les Jeux ne soient perçus comme un spectacle éphémère laissant derrière lui des cicatrices durables sur le territoire. Cependant, cette stratégie ne supprime pas tous les enjeux environnementaux. Même sans construction massive, un événement de cette ampleur génère des flux importants de personnes, de marchandises et d'énergie. Les déplacements entre sites, la consommation énergétique liée aux compétitions, l'hébergement des visiteurs et l'usage potentiel de neige artificielle posent des questions écologiques réelles. La durabilité ne se joue donc pas uniquement dans le béton évité, mais aussi dans la gestion quotidienne de l'événement, dans les choix logistiques et dans la capacité à limiter les émissions indirectes. Les Jeux d'hiver 2026 s'inscrivent également dans un contexte de changement climatique qui rend la question environnementale encore plus sensible. Organiser des compétitions hivernales dans un monde qui se réchauffe expose l'olympisme à une contradiction de plus en plus visible. La dépendance à la neige artificielle, la pression sur les ressources en eau et l'impact sur les écosystèmes alpins alimentent le débat sur la compatibilité entre grands événements sportifs et transition écologique. Les organisateurs cherchent à montrer que les Jeux peuvent s'adapter, mais cette adaptation est observée avec scepticisme par une partie des experts et du public. En définitive, la durabilité des Jeux olympiques d'hiver 2026 ne sera pas jugée uniquement sur les intentions affichées, mais sur les résultats concrets. L'usage des infrastructures existantes et la limitation des nouvelles constructions constituent un progrès par rapport au modèle passé. Mais ils ne suffisent pas à eux seuls à répondre à toutes les critiques. Les Jeux sont désormais évalués comme un projet global, leur empreinte environnementale réelle, leur cohérence avec les objectifs climatiques,
et leur capacité à éviter le gaspillage détermineront s'ils représentent une évolution crédible de l'olympisme ou simplement une version plus sobre d'un modèle toujours contesté. La question de l'avenir des sports d'hiver est devenue centrale à l'occasion des Jeux olympiques de 2026, car elle dépasse largement le cadre d'un simple événement sportif. Ces Jeux sont perçus par de nombreux observateurs comme un moment charnière, soit le point de départ d'une transformation profonde du modèle des sports d'hiver, soit la dernière incarnation crédible d'un système hérité du XXe siècle, de plus en plus difficile à maintenir. Le changement climatique est le facteur déterminant de cette interrogation. La hausse des températures, la diminution de l'enneigement naturel et l'instabilité des conditions météorologiques remettent en cause les fondements même des sports d'hiver traditionnels. Des disciplines entières reposent sur des conditions naturelles de plus en plus rares, notamment à moyenne altitude. En 2026, la question n'est plus théorique, elle est visible, mesurable et vécue sur le terrain. Les organisateurs, les fédérations et les athlètes savent désormais que le calendrier, les lieux et parfois même la nature des compétitions devront évoluer. Dans ce contexte, les Jeux de 2026 sont souvent présentés comme une tentative d'adaptation. L'utilisation de sites existants, le choix de lieux historiquement liés au sport d'hiver et la volonté affichée de sobriété traduisent une prise de conscience. L'idée est de montrer que les sports d'hiver peuvent encore exister dans un cadre plus réaliste, moins dépendant d'une artificialisation massive de l'environnement. Si ce modèle fonctionne, il pourrait ouvrir la voie à une nouvelle génération de compétitions hivernales, plus concentrées sur des territoires naturellement adaptés et moins nombreuses, mais plus cohérentes. Cependant, cette adaptation a ses limites. La dépendance à la neige artificielle reste forte, et elle pose des problèmes environnementaux majeurs, notamment en termes de consommation d'eau et d'énergie. À long terme, cette solution apparaît davantage comme un palliatif que comme une réponse durable. De plus, la concentration des jeux et des compétitions dans un nombre réduit de sites pourrait accentuer les inégalités territoriales, en excluant de nombreuses régions autrefois actives dans les sports d'hiver. Cela soulève une question sensible: les sports d'hiver deviendront-ils un privilège réservé à quelques zones géographiques capables de résister au changement climatique? Les Jeux de 2026 interrogent également le modèle économique des sports d'hiver. Stations, fédérations et organisateurs reposent sur un équilibre fragile entre tourisme, investissement public et événementiel. Si la pratique devient plus rare ou plus coûteuse, tout un écosystème est menacé. À l'inverse, une transformation réussie pourrait conduire à des formats plus courts, plus flexibles, mieux intégrés aux réalités locales et environnementales. L'olympisme, dans ce scénario, jouerait un rôle de laboratoire, testant des solutions qui pourraient ensuite se diffuser à l'échelle mondiale. Reste enfin la dimension symbolique. Les Jeux olympiques d'hiver ont longtemps incarné une vision idéalisée de la montagne, de la neige abondante et d'un hiver stable. En 2026, cette image est fragilisée. Si les Jeux parviennent à se dérouler sans masquer les réalités climatiques, en assumant les contraintes et en montrant une voie d'évolution crédible, ils pourraient marquer le début d'un nouveau récit pour les sports d'hiver. En revanche, s'ils reposent encore largement sur des artifices, des compromis environnementaux et une communication déconnectée du réel, ils risquent d'apparaître comme la dernière version viable d'un modèle en fin de cycle. Ainsi, l'Olympiade d'hiver de 2026 se situe à un point de bascule. Elle peut soit ouvrir une transition profonde vers des sports d'hiver repensés, plus sobres et plus réalistes, soit confirmer que le modèle actuel touche à ses limites historiques. Dans les deux cas, ces Jeux auront valeur de signal. Ils diront si les sports d'hiver sont capables de se réinventer face aux contraintes du XXIe siècle, ou s'ils sont condamnés à devenir les témoins d'une époque climatique désormais révolue.